Je voudrais vous parler de modélisation de mouvements de foule. C'est un sujet qui est encore assez exotique il y a une vingtaine d'années, mais qui excite de plus en plus de scientifiques, mathématiciens, informaticiens, physiciens. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais parler un tout petit peu de modélisation en général. Qu'est-ce que c'est que modéliser, et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que modéliser un objet comme peut l'être une foule? Modéliser, c'est forcément simplifier en premier lieu. Si on cherche à modéliser le mouvement de personne, il ne s'agit pas de représenter la personne dans sa totalité avec toute sa richesse psychologique, mais de simplifier pour la transformer en un chiffre ou en une collection de chiffres. Donc en premier lieu, on va assimiler chaque personne à un disque qu'on va considérer comme étant de forme fixe, un disque du plan. On sait ce qui est représenté sur la figure ici. Vous avez à gauche une photographie de personnes vues d'en haut, et à droite, des disques qui vont représenter les positions de ces personnes. À chacun de ces disques, on va associer l'abscisse et l'ordonnée. Ça va nous permettre de représenter chaque disque, chaque personne, par une collection de valeurs. X1, Y1 pour la personne 1, X2, Y2 pour la personne 2, etc. Et à partir de ça, on va essayer de comprendre comment évoluent ces personnes, plus précisément, écrire des équations sur ces nombres, X1, X2, etc., de façon à pouvoir faire des calculs sur ordinateur, prévoir le mouvement de personnes. Donc ensuite, le cœur de la modélisation réside dans la détermination d'équations, c'est là qu'il s'agit véritablement de modéliser, qui vont régir le mouvement des personnes, plus précisément le mouvement individuel. Si on prend une personne seule, qu'est-ce qui permet de prévoir ce qu'elle va faire dans les secondes qui suivent, et les interactions entre personnes. Donc on va essayer de deviner des règles. Donc il ne s'agit pas de savoir exactement ce qui va se passer, quels sont tous les facteurs qui sont susceptibles d'influencer le comportement de telle ou telle personne, mais plutôt d'essayer d'édicter des règles relativement simples qui ne vont pas nous permettre de savoir exactement ce qui va se passer, mais de reproduire de la façon la plus fidèle possible la réalité. On est beaucoup plus habitués, les scientifiques depuis des siècles travaillent sur des objets qui sont beaucoup plus simples, des objets non vivants qu'on appelle passifs. Ce que signifie ce terme passif, c'est qu'essentiellement un caillou, une pierre, une molécule de façon générale a évidemment une capacité limitée à gérer son propre destin, et en particulier elle n'a pas la capacité de prendre des décisions en fonction d'un contexte particulier, elle se contente d'obéir aux lois de la physique. Donc là on sait faire des choses, les scientifiques depuis bien longtemps savent. En particulier, si vous prenez une pierre et que vous la jetez dans le vide sans aucune force extérieure, à une certaine vitesse, elle va avoir une vitesse qui va rester constante. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique pour les Français. Ce qui va nous permettre, si on connaît la vitesse initiale de la particule, qui est représentée sous la forme d'une petite flèche rouge sur ce dessin, ce qui va nous permettre de déterminer ses positions successives au cours du temps en faisant avancer le temps petit à petit, par exemple entre 2 secondes. D'une seconde à l'autre, on va avoir une position qui va suivre ces positions successives sur une droite qu'on imagine. On peut aller un tout petit peu plus loin en rajoutant une force extérieure, comme la gravité par exemple, qui est représentée ici en rouge. L'accélération, là on a une équation aussi, donc qui correspond à une équation qu'on appelle l'équation différentielle, qui va nous donner la manière dont la vitesse va évoluer en fonction de l'action de cette force. Donc si je reprends la discrétisation en temps que j'ai évoquée tout à l'heure, avec on va prendre le temps continu, on va le couper en petits tronçons, par exemple de 1 seconde. Donc si on a une vitesse initiale, représentée ici par cette grande flèche blanche, on va avoir une action de la gravité qui va la décaler un tout petit peu vers le bas. Donc au lieu d'avoir cette vitesse et cette particule qui va continuer en ligne droite, on va avoir une trajectoire légèrement fléchie, avec une vitesse modifiée qui est représentée ici en blanc. Et je peux représenter la nouvelle position de la particule, et le même principe tout à l'heure va me permettre de créer en quelque sorte un film de la particule qui évolue, et de retrouver ce vol parabolique bien connu. Si vous prenez une pierre et que vous la jetez vers le haut, vous allez avoir une trajectoire qui correspond à ce qui est représenté ici sur le dessin. On peut montrer que c'est exactement une parabole. Alors juste une petite remarque ici, est-ce que c'est véritablement une parabole? Est-ce que le modèle est vrai? On verra que cette question sera particulièrement sensible dans le cas des mouvements de foule. En fait, dans la réalité, il y aura des phénomènes un peu différents. Disons, des phénomènes subtils qu'il va falloir prendre en compte. Il va y avoir une description parfaitement exacte de la trajectoire de la particule. Par exemple, dans le cas d'une pierre qu'on jetterait dans l'air, l'action de l'air sur la pierre va être
négligeable en première approche, mais va quand même modifier légèrement, en particulier ralentir la trajectoire de la pierre. Donc je voulais insister sur ce fait. Là, il s'agit d'un modèle qui va donner une bonne approximation de la trajectoire d'une pierre que l'on jette dans le ciel, mais qui ne va pas retrouver exactement cette trajectoire. Si on va avoir quelque chose de plus précis, il va falloir rajouter des ingrédients. La modélisation, c'est une course, en gros, qui n'a pas jamais de fin, où on cherche à rajouter des ingrédients de façon à être de plus en plus précis. C'est quelque chose qu'on peut faire assez bien dans le cas des grains passifs, dans le cas des gens, comme on va le voir, c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus délicat. Alors je vais rester encore un tout petit peu sur ces grains passifs, qui sont encore une fois le terrain de jeu usuel des scientifiques, en parlant d'interaction entre les particules. Donc ces grains passifs, on peut penser à deux pierres, ici une pierre bleue, une pierre rouge, projetées l'une contre l'autre, et au moment où elles s'entrechoquent, elles vont être déviées, évidemment, avoir une action l'une sur l'autre, une action réciproque. Et là aussi, on peut trouver des modèles en faisant des expériences un certain nombre de fois. On peut montrer que les particules, si on fait certaines hypothèses que j'évoquais précédemment, vont en fait rebondir l'une sur l'autre selon une certaine loi. Ici, j'ai présenté, il ne s'agit pas de comprendre l'équation qui est indiquée ici, mais plutôt de se dire qu'on est capable d'écrire des équations précises qui vont nous donner une relation entre la vitesse des particules avant la collision et la vitesse des particules après la collision. Voilà, donc sur ce transparent, vous voyez la réalisation informatique de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'écriture sous forme d'un programme informatique de cette mise en équation de la collision. Donc le petit programme, il ne s'agit pas de comprendre évidemment en détail, indiqué sur la gauche de l'écran, correspond à des instructions informatiques qui vont nous permettre de calculer les vitesses des deux particules impliquées après la collision, à partir des vitesses avant la collision. Donc là, une formule en l'occurrence très simple qui nous permet de faire ça. Et la petite instruction en bas à gauche signifie simplement que toutes les positions des particules vont être mises à jour à l'aide de la vitesse qu'on a calculée, simplement en disant que la nouvelle position, c'est égal à l'ancienne position, plus ce qu'on appelle le pas de temps, c'est un petit temps court qui nous permet de faire des calculs, multipliés par cette vitesse nouvellement calculée. Alors ces choses-là, on peut les réaliser des programmes informatiques un peu plus sophistiqués qui permettent de calculer les trajectoires d'un très très grand nombre de particules, donc ce qui peut être intéressant quand on s'intéresse à des systèmes de particules physiques en particulier, comme des molécules par exemple. Donc ce qui va être représenté ici, là c'est une version bidimensionnelle des choses, c'est-à-dire on suppose que les particules évoluent dans un plan, donc voilà, on a cette évolution, où si vous regardez bien, vous allez voir un nombre très très important de ces collisions binaires qui ont été calculées à l'aide d'un programme informatique correspondant à ce qui précède. Et donc ça permet d'étudier la manière dont vont évoluer ces systèmes de particules. Alors on peut aller là typiquement jusqu'à un nombre de particules, ici il y en a quelques centaines, on peut aller jusqu'à quelques milliers, voire quelques centaines de milliers sans trop de difficultés. Juste une version tridimensionnelle des choses pour illustrer un peu ce qui se passe et pour illustrer aussi à quel point, d'une certaine manière, la situation est peu riche en termes de physique ou de comportement. J'ai dit tout à l'heure que les particules, les grains passifs, n'avaient pas la capacité de changer leur destin. Donc là, un calcul, c'est ce que vivrait en quelque sorte une particule qui serait une molécule d'oxygène, par exemple, dans l'air dans cette pièce. Si vous fixez une toute petite caméra qui regarde ce qui se passe, c'est ce que vous allez voir, essentiellement ad vitam aeternam, avec ces particules qui se choquent, qui collisionnent les unes sur les autres. Donc une vie assez monotone, vous en conviendrez, et surtout idéale pour le mathématicien parce qu'on connaît exactement les lois qui régissent les comportements, en particulier quand une particule n'a pas d'interaction avec les autres, elle va en ligne droite. Et quand deux particules s'entrechoquent, on connaît la loi qui permet de calculer les nouvelles vitesses. Maintenant, je vais revenir aux gens. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué, même dans le cas d'une seule personne. On a une situation qui est beaucoup plus délicate que dans le cas d'un grain passif, puisque les lois fondamentales de la mécanique, ou loi de Newton que j'évoquais tout à l'heure, on n'a pas d'équivalent pour les personnes. Donc là, si je considère une personne dans la situation précédente, une personne filmée d'en haut, là c'était dans un salon d'exposition, donc la première chose qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, on va la représenter par un grain, on va s'intéresser uniquement à sa position. De toute façon, il est hors de question d'essayer de savoir ce qu'elle peut avoir dans la tête. Donc on va s'intéresser simplement à une description géométrique de cette personne. Je l'ai représentée par un disque bleu ici. Comme tout à l'heure, on va représenter la position de ce disque. On va se ramener à des variables mathématiques qui sont l'abscisse et l'ordonnée. Si on a plusieurs personnes, on aura plusieurs abscisses, plusieurs ordonnées. Donc ça va nous permettre de quantifier, d'avoir un objet de travail sur lequel on va pouvoir essayer d'écrire des équations.
Donc je supprime le fond. La question, c'est de savoir maintenant ce disque bleu, qu'est-ce qui va régir son mouvement. Alors, dans le cas des personnes, il va falloir évidemment faire des hypothèses ou avoir des informations sur ce que souhaite faire la personne. Et je voudrais m'intéresser aujourd'hui à deux situations particulières. J'espère qu'il est clair, je ne voudrais pas vous mentir en donnant l'impression qu'à l'aide des mathématiques, on va pouvoir prédire ce que font les personnes, par exemple dans une file d'attente ou dans un parc d'exposition, dans un supermarché. Simplement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si on fait des hypothèses dans certaines situations où on sait à peu près prévoir comment vont se comporter les gens, alors les mathématiques permettent effectivement de représenter de façon assez précise les phénomènes. Dans le cas des gens, on est dans une situation très différente de la situation de grain passif de tout à l'heure. Je ne voudrais pas vous mentir, vous en croire que les mathématiques vont permettre de prédire le mouvement de telle ou telle personne pendant les heures qui viennent. Il est évident que c'est quelque chose qui est complètement hors de portée. En particulier, chaque personne évidemment garde la possibilité de décider de ne pas se conformer à un modèle qu'on aurait pu lui associer. Donc on va se restreindre à un objectif un peu plus modeste, qui est que dans certaines situations pour lesquelles on contrôle à peu près ce que les gens veulent faire, par exemple, c'est le cas de gens qui sont dans une file d'attente, ou alors des gens qui cherchent à évacuer le plus vite possible un bâtiment dans une situation d'urgence. Donc c'est les deux situations que je vais considérer, en considérant en premier lieu la situation de personnes en file indirecte. Donc ici, ils sont représentés par les disques bleus, comme tout à l'heure, et c'est de toute façon la seule information qu'on garde des personnes, c'est la position de leur centre, en quelque sorte. Donc elles sont vraiment associées géométriquement à des disques. Et la question qu'on va se poser, c'est si on suppose que chaque personne souhaite aller vers la droite à une certaine vitesse. Donc vous êtes sans doute déjà retrouvé dans cette situation. Vous savez que s'il y a une situation très dense, même si vous souhaiteriez aller à une vitesse importante, vous êtes évidemment amené à ralentir s'il y a des personnes qui sont devant vous. Donc c'est ce qu'on va essayer de modéliser en représentant la distance entre deux personnes, que je vais appeler D ici, qui va dépendre évidemment des couples de personnes considérés. Et je vais essayer d'écrire une équation qui va relier la vitesse V d'un individu à la distance D à la personne en face. Donc, vous pouvez penser à ce qui se passe sur une route automobile. On est un peu plus familier à ces questions-là, notamment parce qu'il y a des enjeux de sécurité associés. C'est quand vous êtes sur une voiture, peut-être certains d'entre vous conduisent déjà ou conduiront dans les années qui viennent, mais savoir en tout cas que vous avez ce qu'on appelle des distances de sécurité, et quand vous allez à une vitesse importante, il est important de garder des distances de sécurité qui soient importantes, de façon à anticiper un événement d'urgence. Par exemple, la personne devant vous qui pile, si vous-même vous allez très très vite, vous allez avoir besoin d'une très très grande distance pour ralentir. Donc c'est assez naturel de penser que dans le cas des piétons, on a un phénomène relativement analogue si on n'a pas envie de rentrer en collision avec les personnes qui sont devant nous. Et donc, on va s'arranger pour préserver de certaines distances avec la personne qui nous précède, qui va dépendre de la vitesse. Ou inversement, on peut dire que la vitesse dépend de la distance. C'est ce qu'on va écrire, en fait, en introduisant une fonction que j'ai appelée ici phi, qui a une distance associée à une vitesse. Donc, je vais considérer que quand les personnes se touchent, c'est-à-dire que quand la distance, qui est ici l'abscisse sur mon graphe, est nulle, alors la vitesse est nulle. Et en revanche, quand cette distance augmente, la vitesse peut être plus importante jusqu'à atteindre une vitesse limite qui serait sur autoroute de l'ordre de 130 km/h et qui serait pour des piétons la vitesse maximale que peut atteindre un piéton, qui serait de l'ordre de 1,5 mètre par seconde, qui correspond en gros à 4,5 ou 5 km/h. Et à partir de cette fonction, je vais essayer de construire un modèle, un peu comme tout à l'heure, j'ai essayé d'écrire des équations qui régissent le mouvement de mes grains passifs. Et cette équation prend la forme, donc, comme tout à l'heure, d'une équation différentielle ordinaire qui va me dire que la vitesse, qui est la dérivée en temps de la position d'un individu, va être précisément cette fonction de la distance à la personne précédente. Donc si moi je suis sur ma ligne, mon abscisse c'est xi, la personne devant moi a une abscisse xi plus 1. Si elle est devant moi, xi plus 1 moins xi, c'est la distance de la personne qui me précède à moi-même. Et la vitesse que je vais avoir va être simplement la fonction que j'ai mise dans mon modèle, appliquée à cette distance. Donc juste une petite illustration, le modèle, je ne cacherai pas, n'est pas d'une très très grande richesse, d'un comportement relativement plat en quelque sorte. Je voudrais juste vous montrer ce que ça peut donner. Ici, j'ai imaginé des sortes de personnes virtuelles que je représente sous forme de sphère, ici dans un couloir. Ça correspond d'ailleurs à des expériences qui sont faites en réalité. Et j'ai demandé à l'une des personnes de s'arrêter. Des personnes, évidemment, je les maîtrise complètement puisque j'écris le programme informatique qui permet de régir leur comportement. Quand la personne s'arrête, on voit le phénomène d'accumulation, la personne repart, on la voit repartir. Donc ça, c'est une situation qu'on rencontre parfois sur autoroute, par exemple, où là, ça correspondrait à l'arrêt à un feu qui passe au rouge et ensuite qui passe au vert, s'il s'agissait de circulation automobile.
Donc je vais juste aller un tout petit peu plus loin. Ce modèle-là n'est pas très intéressant, il permet de reproduire un nombre de phénomènes relativement limité, mais je voudrais vous montrer qu'avec juste un tout petit raffinement de ce modèle, on peut aller beaucoup plus loin en termes de modélisation et en particulier comprendre les phénomènes. Alors là encore une fois, il ne s'agit plus de circulation automobile que de mouvements de piétons, mais les phénomènes sont relativement proches. On a dans les deux domaines des phénomènes. Le phénomène de circulation en accordéon qu'on a sur autoroute avec des bouchons réguliers qui apparaissent sans qu'il y ait a priori de raison qui fasse. Il n'y a pas d'accident particulier, il n'y a pas de gendarme caché, il n'y a pas de radar, etc. Sans aucune raison, en quelque sorte, on peut avoir apparition de cette situation en accordéon. Donc on peut retrouver ce phénomène-là. On retrouve aussi dans le cas de très grandes files d'attente. On a ce que les physiciens appellent des stop-and-go waves, c'est-à-dire que ça se met à avancer, puis ça s'arrête, ça se remet à avancer, ça s'arrête. On peut reproduire ces choses-là avec une amélioration très légère en fait du modèle, un affinement du modèle, donc, qui est ici représenté sur ce transparent. On va travailler maintenant sur un système d'équations. On va simplement dire que la vitesse d'un individu est une fonction, la même fonction que tout à l'heure, fonction de la distance à la personne qui précède, mais distance au sens psychologique, c'est-à-dire une distance qui est la distance estimée par l'individu à un instant donné. On va prendre en compte le fait que les gens mettent un certain temps d'abord à percevoir la distance, à intégrer en quelque sorte l'information et à reconstruire à interpréter cette distance sous forme de vitesse. Donc on va introduire cette nouvelle variable que j'ai notée ici, WI dans le modèle, qui va être cette fausse distance ou cette distance psychologique qui n'est pas la vraie distance, qui est en quelque sorte la vraie distance avec un certain temps de retard. Et ce temps de retard, ce temps de réaction, il est représenté par taux sur ces équations. Là encore une fois, il ne s'agit pas de comprendre en détail ces équations, mais plus de comprendre la nature ou la manière dont on rajoute des ingrédients dans notre modèle. Et à partir de ça, on a un modèle qui est cette fois-ci beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est la même situation que tout à l'heure. Cette fois-ci, je ne perturbe pas mon système, je le laisse juste évoluer. Donc on a une situation d'équilibre où tous les gens vont à la même vitesse et sur la même distance. Et on voit, sous nos yeux émerveillés, si tout se passe bien, le phénomène se déstabiliser, l'écoulement en quelque sorte, se déstabiliser progressivement avec apparition spontanée de ces stop-and-go waves que j'évoquais tout à l'heure, de cette circulation en accordéon qui va dégénérer sans aucune raison en quelque sorte jusqu'à créer des bouchons qu'on voit bien ici sur cette représentation imagée, qu'on retrouve d'ailleurs expérimentalement en faisant des expériences sur les piétons, sur les voitures. Encore une fois, tout le monde, chacun d'entre nous a vécu cette expérience sur autoroute, même sans aucune raison. Encore une fois, il y a parfois l'apparition spontanée de ces bouchons. Donc voilà pour ce qui est de ces phénomènes d'évolution en file d'attente, de personnes en file indienne. Je voudrais maintenant m'intéresser à une situation un peu différente, une situation de phénomène d'évacuation, et plus précisément. Donc je vais repartir un peu sur le questionnement autour de ma personne unique de tout à l'heure et savoir qu'est-ce qui peut la motiver. Je voudrais faire quelques remarques préliminaires avant de parler d'évacuation à proprement parler. Donc en reprenant cette personne-là, qu'est-ce qui va conditionner son mouvement futur? Donc pour ça, il faut évidemment avoir de l'information sur ce qu'elle veut faire. Et là, typiquement, pour essayer de construire des modèles, on va faire l'hypothèse que la personne est attirée par un certain objet. Je vais représenter ici par un cœur, c'est simplement quelque chose qu'elle souhaite faire. Par exemple, si elle arrive à un aéroport, ça peut être quelque chose de tout à fait terre à terre, elle doit passer à un certain guichet, récupérer son billet, donc ça va être ça. Elle souhaite se diriger vers cet endroit pour des raisons tout à fait fonctionnelles. Ou si elle a faim, elle souhaite acheter un sandwich. Donc il faut évidemment avoir cette opération, et si on a cette information, alors on va pouvoir prévoir que la personne va se rapprocher à la vitesse qui est la sienne, de l'ordre de 1 mètre par seconde, de ce centre d'intérêt. Donc cette même personne, si elle était située à un autre endroit, se dirigerait de façon assez naturellement, toujours vers le même objet. Alors on peut représenter ça mathématiquement sous la forme suivante. Ça peut sembler un petit peu artificiel, vous allez voir que c'est très utile pour la suite. Présenté sous forme de courbe d'insatisfaction, en quelque sorte, en disant qu'une personne est d'autant plus insatisfaite qu'elle est éloignée de son centre d'intérêt. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Ça correspond au cas où, pour certains d'entre vous, ont peut-être déjà travaillé sur se sont promenés en montagne, utilisé des cartes d'état-major ou des cartes de randonnée avec des isovaleurs de l'altitude. C'est vraiment le même principe ici. On va dire qu'on a une insatisfaction qui est nulle si on touche l'objet de nos désirs, et on a une insatisfaction qui correspond à la distance à l'objet quand on s'en éloigne. Donc ce qu'on appelle un peu de façon pédante les courbes isovaleurs de l'insatisfaction qui sont représentées ici. Et
la trajectoire effective de l'individu qui cherche à se rapprocher de l'objet, il cherche évidemment à glisser selon la ligne de plus grande pente de son insatisfaction, en quelque sorte. Donc, si votre bagage mathématique vous permet de comprendre ça, je vais aller juste un tout petit peu plus loin. Donc, ces courbes isovaleurs correspondent à des positions, à des zones de l'espace sur lesquelles l'isosatisfaction est constante. Et la courbe qui permet de descendre selon la ligne de plus grande pente de cette insatisfaction va être une courbe qui va être à chaque fois orthogonale à chacune de ces courbes isovaleurs. Donc c'est ce qui est représenté, ce qui était représenté sur le dessin précédent. Maintenant, pour ce qui est de l'évacuation, on a une situation assez analogue que les mathématiciens aiment bien, puisque là l'objectif est clair. S'il y a le feu dans un bâtiment, il est clair que tout le monde, toutes les personnes présentes et conscientes vont avoir envie de sortir au plus vite de ce bâtiment. Donc si on fait l'hypothèse qu'on a une sortie unique, la situation est encore plus plaisante, peut-être pas pour les gens, mais au moins pour le mathématicien, c'est que toutes les personnes vont être attirées vers la même sortie. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Et on a une situation analogue à la situation précédente, avec ces courbes d'insatisfaction qui correspondent cette fois-ci à la distance, à la sortie que j'ai représentée ici. Et une personne seule donc, va suivre la ligne de plus grande pente de son insatisfaction, qui correspond à la distance à la sortie, comme tout à l'heure exactement, quand il s'agissait de ce cœur abstrait qui représentait un objet d'attraction quelconque. Ici, ça va être simplement la sortie. Donc on peut prévoir les positions successives d'un individu au fil du temps qui va chercher à se diriger au plus vite vers la sortie. Donc si on rajoute un obstacle, ça jouera un rôle important tout à l'heure, si on rajoute un obstacle, il est assez naturel de considérer que la personne, au moment où elle est en contact sur l'obstacle, elle va juste essayer de faire au mieux, c'est-à-dire de glisser selon la ligne de plus grande pente. Cette ligne de plus grande pente est rendue impossible ou inaccessible à cause de l'obstacle, mais elle va donc glisser en quelque sorte sur le bord de l'obstacle de façon à rejoindre le bord de cette manière-là. Alors là, on arrive à un premier transparent qui peut faire un petit peu mal à la tête, mais qui est important pour comprendre la nature du modèle, qui est que on va représenter les personnes. Je disais, chaque personne est représentée par un couple de réels, son abscisse et son ordonnée. Alors c'est encore plus simple dans le cas où on a des gens simplement alignés sur une ligne, on a simplement un nombre réel qui correspond à la position sur cette ligne. Et si on a deux personnes, on peut assimiler le couple de deux personnes à un point dans un espace de deux dimensions. Si on a trois personnes, on peut représenter l'ensemble des positions comme un point dans l'espace à trois dimensions. Cet espace à trois dimensions n'a rien à voir avec l'espace physique qui nous entoure, c'est simplement l'espace des paramètres qui nous intéressent. Parce que si je rajoute des personnes, je vais escalader les dimensions. S'il y a 4, 5 personnes, 6 personnes, je vais me placer dans un espace qui est de dimension 6, 7. Donc c'est quelque chose qui défie un peu l'imagination. Pour un mathématicien, ça pose d'une certaine manière aucun problème, il n'y a aucune différence entre l'espace R2, R3, R4, etc. ou R763. C'est des espaces de même nature en quelque sorte. Ça fait absolument aucune différence et ça va nous permettre d'écrire assez simplement en fait, un modèle pour essayer de représenter ces phénomènes d'évacuation. Le modèle, il est basé sur la considération de la foule comme un point unique dans un espace de grande dimension. Ici, j'ai par exemple sur ce transparent une foule de 9 personnes, donc je vais avoir 18 paramètres qui correspondent à l'abscisse et l'ordonnée de ces personnes. Et je vais essayer d'écrire un modèle sur ce point dans un espace de dimension unique. Donc là, le deuxième transparent qui fait un peu mal à la tête, mais sans équation ici. Je présenterai tout à l'heure la version mathématique de ces choses-là. Donc je vais désigner par grand X ce vecteur qui contient toutes les positions des individus. Donc si j'avais 9 personnes tout à l'heure, j'ai un vecteur qui contient 18 réels à chaque instant. Et on s'intéresse à écrire une équation qui va représenter l'évolution de ce vecteur. Donc comme je le disais, il peut être vu comme un point dans un espace qui n'est pas l'espace physique, qui est un espace de grande dimension, un espace abstrait en quelque sorte, l'espace de nos paramètres. Et ce vecteur donc, représente la foule dans son ensemble. On va essayer d'écrire une équation qui représente le fait, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce point va glisser suivant la ligne de plus grande pente de son insatisfaction. Alors l'insatisfaction, ça va être quoi? Ça va être juste la somme des insatisfactions des individus. C'est à un instant donné, on va pour chaque individu regarder sa distance à la sortie, on va considérer que c'est son insatisfaction, et on va sommer toutes ces distances. On a une sorte d'évaluation du mécontentement global de la foule, estimation quantifiée, donc sous la forme d'un nombre, qui est homogène à une distance, qu'on pourrait écrire comme un mètre, qui est juste une somme de différentes distances. Et on va considérer que ce point glisse suivant la ligne de plus grande pente de son insatisfaction, mais en contournant ces sortes d'obstacles. L'obstacle qui était représenté tout à l'heure était un obstacle réel. Ici, c'est un obstacle abstrait, en quelque sorte, puisqu'on veut interdire le fait que les personnes soient au même endroit, au même moment.
Alors, je vais écrire quand même ces équations. Alors là, il est tout à fait normal, si vous êtes en terminale par exemple ou première, que vous ne compreniez pas l'essentiel de ce qui est sur ce transparent. Je voudrais quand même vous en donner quelques mots pour montrer qu'on peut en fait écrire de façon très compacte. Les animations que je vais vous montrer tout à l'heure, dans quelques secondes, correspondent à une stricte implémentation informatique de ces quelques équations qui sont écrites. Donc vous reconnaissez la définition du vecteur x, en gros, qui est une collection des positions des gens, qui appartient à cet espace R2n, où n est le nombre de personnes, et 2n le nombre de variables, puisqu'on est en dimension 2, donc on a 2 inconnus par personne. L'espace, l'ensemble, le K écrit en dessous, c'est juste, on va représenter l'ensemble des configurations qui sont telles que les gens sont à une distance supérieure à 0, en fait, que les disques qui représentent les personnes ne sont pas censés se chevaucher. Donc c'est ce que j'ai écrit ici en considérant que R est le rayon du disque. Ensuite, c'est un tout petit peu, ça dégénère un tout petit peu, donc je ne vais pas en dire beaucoup. Je dirais simplement que le C, ce qui est représenté ici, le CX, c'est un ensemble de vitesses qui sont possibles du fait des contraintes. On a cette insatisfaction globale notée psi, et l'équation finale qui va régir l'écoulement, elle s'écrit sous une forme très très condensée, qui apparaît en bas du transparent. C'est ce dx sur dt est égal à une projection sur cet ensemble de vitesses admissibles de l'ensemble des vitesses que les individus souhaiteraient avoir s'ils étaient tout seuls. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette expression mathématique, encore une fois, c'est normal de ne pas en apprécier toute la saveur avant, je dirais, d'être en deuxième année de classe préparatoire ou en L3 ou M1. Donc voilà une première illustration de ce qui va se passer avec une représentation graphique. Donc ici, vous voyez des grains évoluer avec le temps qui circule. Donc c'est des personnes, enfin des personnes virtuelles évidemment, qui évacuent une salle, une personne en très grand nombre, il va y en avoir 300 ou 400 au départ, et qui vont évacuer cette salle. Donc on voit que ça ne se passe pas très bien au voisinage de la sortie, qu'il y a des quasi-blocages. Et en fait, si on était patient et qu'on regardait le film jusqu'au bout, malheureusement je crois qu'il est un tout petit peu lent, on pourrait vérifier que ça finit par s'arrêter complètement, par se bloquer complètement. C'est quelque chose qu'on observe en pratique. C'est assez étonnant d'ailleurs que un modèle aussi simple que celui qu'on a proposé. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément simple mathématiquement, mais simple en termes de comportement. Il n'y a absolument aucune psychologie dans le modèle que j'ai proposé ici. Donc pas du tout nos personnes virtuelles n'ont pas la capacité de développer des stratégies, en particulier n'ont pas de psychologie, ou une psychologie extrêmement primaire et égoïste. Et donc on va finir par observer un bouchon complètement bloqué. Donc je vais passer, je vous laisse le croire, là ça s'est quasiment bloqué. Et je vais passer au transparent suivant. Et je voudrais terminer cet exposé en vous montrant à quoi peuvent servir ces modèles mathématiques pour mieux comprendre la manière dont se produisent ces évacuations. Donc c'est représenté ici, je vais vous présenter 3 animations en même temps qui correspondent aux situations suivantes. La situation en haut à gauche correspond au cas que je viens de vous montrer, à ce modèle où les gens sont purement égoïstes et poussent en gros sans réfléchir et vont à leur vitesse, la vitesse qu'ils souhaiteraient avoir s'ils étaient tout seuls. Ça correspond au cas de la foule qui glisse selon sa ligne de plus grande pente dans l'espace de grande dimension. Donc c'est un modèle malheureusement s'avère réaliste dans certaines situations, mais dans lesquelles les gens ne développent absolument aucune stratégie coopérative et n'ont aucune politesse en quelque sorte. Donc ils vont en particulier le plus vite possible. Le deuxième cas, qui correspond au cas en haut à droite, que j'ai noté 2, correspond à une situation où on a rajouté dans le modèle de la politesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va demander aux individus de ne pas pousser si ça ne sert à rien, en quelque sorte. C'est-à-dire si les personnes ont une personne devant elles ne vont pas continuer à avancer. Donc elles réduisent leur vitesse. Donc la situation en haut à droite correspond à une situation où les personnes vont moins vite que dans la situation en haut à gauche. Et le troisième cas, c'est exactement la même situation où on a simplement rajouté un obstacle. Donc d'un point de vue intuitif, on pourrait dire qu'en haut à gauche, c'est là que ça va le plus vite, les personnes veulent aller le plus vite. En haut à droite, les personnes vont moins vite, décident d'aller moins vite. Et en plus, en bas, on leur rajoute un obstacle. Donc on pourrait dire que ça devrait aller plus vite dans le cas 1, un peu moins vite dans le cas 2 et un peu plus vite dans le cas 3. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est exactement le contraire qui se produit pour des raisons qui seraient un petit peu compliquées à expliquer en détail aujourd'hui, mais qui peuvent être expliquées dans le cadre des modèles. Donc je lance ces 3 simulations. La question c'est de savoir laquelle va arriver en premier. Laquelle de ces salles qui contenaient le même nombre d'individus au départ va se vider le plus complètement. Et ce qu'on va voir, c'est de façon un peu troublante, c'est que c'est la 3e situation qui correspond au cas où les gens vont le plus lentement et en plus on les empêche d'avancer en quelque sorte en rajoutant un obstacle. C'est cette situation-là
qui va être évacué le plus rapidement. Je laisse finir. Vous voyez en particulier, il y a des bouchons qui se créent en haut à gauche et en haut à droite, quelques bouchons aussi, quelques ralentissements. Mais la présence de l'obstacle, en fait, empêche les bouchons d'apparaître. Voilà, je m'arrêterai sur cette image de bouchon. Merci.